J'y vais. Alors, je me présente. Je m'appelle Olivier Jandot. Je suis prof d'histoire, ça c'est pour gagner ma vie, et historien, et ça c'est pour sur mes loisirs. La différence entre un prof d'histoire et un historien, c'est qu'un prof d'histoire, il prépare des cours en lisant les travaux des autres, et un historien, c'est que fait ses propres recherches. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est pas des trucs que j'ai lus. Enfin, si, j'ai lu des trucs dans des livres. C'est principalement issu de mes recherches. Et des recherches en histoire, ça veut dire que se poser une question à laquelle on ne trouve pas de réponse dans ce qui est déjà écrit, et puis essayer de trouver des réponses en allant dans les archives et en menant une enquête. L'historien, c'est comme un policier, en fait, il enquête, il recueille des indices et il essaye de reconstituer la scène de crime. Et moi, ma scène de crime, c'est de savoir comment on a fait pour se chauffer pendant des siècles. Et l'interrogation, elle est venue d'un quelque chose d'assez simple. C'est quand on fréquente un peu le passé, ce qui est mon cas, du mon intérêt pour l'histoire, et qu'on tombe sur des témoignages au-delà qui parlent de toute autre chose sur le rapport au temps qu'il fait, à l'hiver. On se rend compte que des gens vous racontent que, ils ont perdu des doigts à cause d'un hiver, qu'on les a amputés, qu'on a retrouvé des nourrissons morts de froid dans les berceaux. On se dit qu'on est dans une époque où le rapport au froid et à la chaleur n'est pas vraiment le nôtre, quoi. Et il se trouve que les historiens ont... Alors, je sais pas quelle vision vous avez de l'histoire et quel prof d'histoire vous avez eu dans votre jeune temps, mais l'histoire, c'est pas que la Première Guerre mondiale et la crise de Cuba, quoi. Il y a plein de formes d'histoire différentes. Et il y a entre autres une forme d'histoire qui s'est développée, on va dire, depuis une cinquantaine d'années, qui est, bon, d'une part l'histoire sociale, c'est s'intéresser aux gens, aux vrais, et puis d'autre part, et moi, c'est, en fait, mes travaux se situent à la confluence de plusieurs courants. C'est à la fois de l'histoire sociale, je m'intéresse à des gens, des vrais, mais aussi l'histoire des sensibilités. Et il y a entre autres un très grand nom qui est Alain Corbin, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle Le miasme et la jonquille, où il a montré que notre sensibilité aux odeurs, en fait, a évolué au fil du temps. C'est-à-dire clairement, bon, pour faire simple, il y a encore 200 ans, on vivait dans une puanteur épouvantable et tout le monde supportait ça. Les corps puaient parce qu'on ne se lavait pas. D'ailleurs, pour cacher les odeurs de transpiration, on se couvrait de parfums qui puaient atrocement, des trucs qui sentaient le musc, c'était horrible. Et puis, il a montré comment s'est opéré au 19e siècle ce qu'il appelle la désodorisation du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on est devenu dans un monde qui sent la violette. Là, si vous venez de laver, ça sent la fleur et tout ça. Et dès qu'on transpire 10 minutes, oh là là, on commence à se remettre du déo parce qu'on supporte même plus ses propres odeurs corporelles. Pensez par exemple, vous êtes architecte, quand vous concevez un bâtiment, vous pensez forcément à construire des toilettes. Pendant des siècles, les architectes n'ont jamais pensé que les gens faisaient pipi et caca, construisaient des bâtiments sans penser à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est dans des pots et puis qu'on vidait le pot après dehors ou dans la rue ou ailleurs. Louis XIV, tout Louis XIV qu'il était, hein, il avait sa chaise percée, ce qu'on a aujourd'hui dans les EHPAD seulement, pour les gens qui sont plus capables de se déplacer pour aller aux toilettes. Et c'est-à-dire, vous imaginez ce que ça veut dire de faire caca dans votre salon, dans votre chambre, hein, dans une chaise qui a un trou, ça tombe dedans, ça tombe pas, ça fait pas plouf dans l'eau, parce que l'intérêt de l'eau, c'est que ça absorbe automatiquement l'odeur, c'est qu'elle est là, l'odeur, ça traîne un peu, puis après on la sort, puis on la met dehors. C'est un autre monde au niveau olfactif. Ben, moi, mon idée, c'était d'essayer de travailler sur cet autre monde au niveau, je dirais, de notre rapport du froid et de la chaleur. Alors, comme dirait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, moi, je ne joue pas du piano debout, mais je veux dire un truc très simple. Si vous réfléchissez 2 minutes, vous avez 4 besoins physiologiques fondamentaux pour rester en vie. Respirer. Si vous arrêtez, ça marche pas. Non, non, il ne faut pas arrêter. Respirer, manger, boire et maintenir votre température corporelle à 37 degrés. On peut mourir de faim, on peut mourir de soif, on peut mourir d'asphyxie et on peut mourir de froid. Le reste, c'est moins grave. Ce qui veut dire depuis que l'homme est homme, et ça remonte à très longtemps, il a été obligé de s'adapter à quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que depuis qu'il a quitté l'Afrique, je vous rappelle que nos ancêtres sont tous africains,
Depuis qu'il a quitté l'Afrique, eh bien, la morphologie humaine, le corps humain, a été obligé de s'adapter au froid. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais ça, les archéoanthropologues le montrent, hein. Cro-Magnon, Néandertal, ils ont des corps plus trapus que les corps africains parce que faut qu'ils aient des surfaces d'échange moins importantes avec l'environnement thermique. Et ce qui est fascinant, c'est que quand il y a l'homme de Néandertal et Homo sapiens qui coexistent au même moment en Europe, ben, c'est Néandertal qui s'éteint et Sapiens c'est-à-dire nous, qui va subsister. Et ce que montrent les paléoanthropologues, et entre autres Jean-Claude Hulin, qui est professeur au Collège de France, c'est vraisemblablement parce que Homo sapiens était plus intelligent que Néandertal et que dans un contexte de refroidissement climatique, il a su s'adapter pour mieux lutter contre le froid et entre autres en développant la couture des peaux de bête avec des aiguilles en os, ce qui lui a permis en gros de s'adapter au froid et de survivre par rapport à l'autre espèce qui était moins intelligente et qui comptait uniquement sur ses bonnes vieilles méthodes traditionnelles pour lutter. Ce qui veut dire qu'en fait, l'histoire du chaud et du froid, ben, c'est aussi l'histoire de l'humanité. Alors, moi, je travaille pas sur je ne travaille pas sur le. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. C'est bloqué. Prendre la main, Ouais, bouge pas. c'est bon? Ouais, non. Et les ports USB fonctionnent tous? Ouais, normalement. Bon, bah, celui-là, apparemment, pas trop. J'ai. Attends, non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Alors, moi, je travaille, je ne suis qu'un être humain et un homme, donc je ne peux pas travailler sur l'histoire du monde de façon approfondie. Mes travaux, ils ont porté sur on va dire, ce qu'on appelle l'histoire de l'époque moderne, c'est-à-dire, en gros, le 16e, début 19e siècle. J'ai travaillé dessus pendant de très nombreuses années, de trop nombreuses années, dirait ma femme. Et j'ai soutenu une thèse en histoire qui a été publiée en 2017. Ça s'appelle Les délices du feu, l'homme, le chaud, le froid à l'époque moderne. Et j'étais tout seul à bosser sur le sujet. Tout le monde m'a dit, mais oui, ah, c'est une super idée, on n'y avait jamais pensé. C'est vrai que c'est juste un détail. Euh, Clairement, il n'y avait pas d'ouvrage sérieux sur le sujet. Et puis, je suis très content parce que j'ai un copain, maintenant on est deux. Il s'appelle Renan Viguier. Et Renan Viguier, qui est un collègue et ami, on vient d'écrire un livre ensemble qui va être publié à l'automne prochain chez Grasset, qui devrait s'appeler, si le l'éditeur décide pas de changer le titre, qui était l'objet d'âpres négociations, le peuple des frilos. Renan Viguier vient de soutenir et de publier une thèse sur l'histoire du chauffage au XXe siècle, qui s'appelle Bien au chaud. Alors, moi, je m'arrête début 19e, lui, il commence au niveau du 20e, mais comme en fait, au 19e, on est à peu près la même chose que l'époque que j'ai étudiée, si on se collait les deux livres, vous pouvez avoir une vision à peu près de chauffage sur 4 ou 5 siècles, en sachant, et c'est important, que les changements sont extrêmement lents et que, en gros, moi, le monde dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, c'est un monde dans lequel on a froid. Ça a été le monde de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, puisque le confort dit moderne, c'est une conquête extrêmement récente. C'est-à-dire que jusqu'en 1945-50, dans les campagnes françaises, on vit dans des conditions qui sont presque les mêmes que celles dont je vais vous parler pour le 16e, 17e ou 18e siècle. Alors, oui, ça c'est un résumé de mes travaux que j'ai publiés sur différents aspects. C'est-à-dire, on bosse sur la chaleur depuis 25 ans, mais il y a plein de manières de bosser sur la chaleur, sous l'angle de l'énergie, sous l'angle de l'architecture, sous l'angle de la mode, et un peu sur la fourrure, par exemple, sur l'angle du confort, sur l'angle de l'esthétique, sur l'angle de la technique, etc., etc. Alors, je vais structurer ça, c'est un truc d'historien, c'est trois parties, trois sous-parties. Non, mais voilà, mon cerveau est formaté comme ça. En gros, j'ai opté pour un plan chronologique, ça a l'avantage d'être clair. Au passage, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous ne gardez pas les questions pour la fin, on est dans un truc un peu informel. Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas à lever la main ou, voilà, ou hurler bruyamment pour intervenir. Bon, alors, en gros, trois temps. La maison sans confort des origines au XVIIIe siècle. Euh, Cet architecte, je vous parlais de Vitruve, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce nom-là. Il y a ce que j'appelle le paradoxe de Vitruve. Vitruve, c'est le père de l'architecture, c'est un architecte romain.
dont le traité a été redécouvert à la Renaissance. Tous les architectes du monde ont lu Vitruve. Et Vitruve, il est très intéressant pour mon sujet parce qu'en fait, dans son livre qui s'appelle De Architectura, il dit ceci: ce fut donc la découverte du feu qui amena les hommes à se réunir, à faire société entre eux et à vivre ensemble, à habiter dans un même lieu. Autrement dit, pour Vitruve, si on a eu un jour l'idée de construire des maisons ou des abris ou des huttes ou des cabanes ou quelque chose comme ça, c'est pour se chauffer, pour se réunir autour d'un feu. Selon lui, en fait, l'origine de l'architecture, c'est la nécessité de se réunir autour d'un feu. Ce qu'il explique après. Je vais vous lire tous les extraits qui sont sur le diapo. Ce qui veut dire que architecture et lutte contre le froid, c'est quelque chose qui a partie liée depuis le début. L'architecture, c'est se protéger des intempéries et se protéger du froid. S'il fait 40 degrés tout le temps, vous dormez tout nu sur la plage et tout va bien. Par contre, dans des climats plus venteux, plus humides et plus froids, vous êtes obligé de construire un abri autour de vous. Et alors, c'est fabuleux parce qu'en fait, les architectes, pendant des siècles, ont, je pense, à peu près oublié ça, parce qu'ils ne se sont absolument pas préoccupés de questions de thermique. C'est-à-dire qu'en fait, ils se préoccupent de construire des maisons, en gros, de préserver l'intimité, l'attaque contre les bêtes sauvages, et puis lutter contre la pluie, mais l'idée qu'il fasse chaud dans leur maison, c'est pas du tout leur sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune réflexion spécifique sur la question du chauffage. Et pourtant, vous allez dans les traités anciens d'architecture, il y a des pages entières sur les cheminées. Alors ça, vous allez au chapitre cheminée. Et vous avez... Mais alors en fait, le seul truc qui préoccupe l'architecte dans la cheminée, c'est qu'elle soit belle, bien proportionnée, bien alignée, avec du décor. Alors vous avez des pages entières sur les façons de décorer les manteaux de cheminée, les jambages, etc. Le style de la cheminée. Mais que le fait que cette cheminée diffuse de la chaleur de manière efficace et crée une ambiance thermique à peu près habitable, zéro réflexion là-dessus avant la fin du XVIIIe siècle dont je vais vous parler. Ça, c'est la vraie question. Deuxième question, donc le moyen de chauffage dominant en France, en Europe de l'Ouest, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, les maisons de campagne où on adore faire une petite flambée, c'est la cheminée. Or, la cheminée, c'est sans doute le pire moyen de chauffage qui existe au monde. Et techniquement, la chose la plus, je dirais, primitive qui soit. C'est quoi une cheminée? Ben, c'est un feu préhistorique. C'est la même méthode qu'un homme préhistorique. Vous prenez du bois, vous faites deux silex ou un briquet, vous faites un feu. Vous avez un feu chez vous, là. Puis bon, bah, pour éviter que ça se propage dans la structure de l'habitation, vous essayez un peu de le protéger, mais enfin, je veux dire, il n'y a aucune technique dans un feu, dans une cheminée. C'est un feu. La cheminée, c'est l'enveloppe autour du feu. Et alors, si vous regardez des images du temps ancien, vous voyez des gens en train de se chauffer devant des cheminées, il y en a partout. Enfin, il aussi qui portent pas de sous-vêtements à l'époque. Ça, il faudra regarder l'original. Euh, alors, ce feu, en fait, il est aussi vieux que la maison. À partir du néolithique, c'est-à-dire à 40 000 avant Jésus-Christ, à peu près, dans cette région-là, on a retrouvé des maisons néolithiques dans le nord de la France, avec le canal Seine-Nord, là, ils en retrouvent plein, avec des fouilles archéologiques préventives. À partir du néolithique, l'homme habite dans des habitations qui sont généralement longues, qui sont des structures en bois, hein, avec des murs en torchis et des toits en chaume qui sont allongés. Les archéologues retrouvent les trous de poteaux alignés, et donc ils arrivent à reconstituer. Et quand vous faites des fouilles archéologiques et que vous retrouvez une maison néolithique, au milieu du rectangle, c'est-à-dire à l'intersection des diagonales, vous trouvez encore aujourd'hui, 10 000 ans après, une trace noirâtre et le sol est un peu plus dur. Pourquoi? Parce qu'on y fait du feu. Et dans la maison néolithique, le foyer, il est central. C'est-à-dire qu'au milieu de la maison, il y a le feu, et alors, le feu, c'est donc c'est le centre de la maison. Le feu, c'est le centre de la maison, c'est le foyer. Et je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, des gens qui vivent dans une maison, on appelle ça un foyer fiscal. Sous l'Ancien Régime, on parle d'un feu, un village de 300 feux, c'est un village de 300 familles. Un feu égale une maison égale une famille. Et ce feu, il s'échappe généralement par un trou dans le toit, soit par des ouvertures latérales, soit généralement par un trou qui est au centre de la maison. Il n'y a pas de cheminée au sens où on l'entend, c'est-à-dire de conduit d'évacuation des fumées.
Ce feu central, en fait, il va durer pendant tout le Moyen Âge, et ce n'est qu'au cours du Moyen Âge, à partir de l'an 1000, que dans les maisons, je ne parle pas des palais, des châteaux, je parle des maisons de tout le monde pour l'essentiel, on va voir apparaître la cheminée. La cheminée, dans la langue française, ça désigne deux choses. Ça désigne construction maçonnée dans laquelle on va faire le feu. Alors là, qui n'est pas une vraie cheminée, il n'y a pas encore les jambages et le manteau dessus. Donc, quand vous dites j'installe une cheminée chez moi, mais ça désigne aussi le conduit d'évacuation des fumées. Les Anglais, eux, ils sont plus malins, ils ont deux mots. Ils ont chimney, la cheminée, comme la cheminée d'usine, et ils ont fireplace, qui est l'endroit, la place où on fait le feu, étymologiquement. Donc, une cheminée, c'est ça, c'est un endroit où on fait du feu. Donc, bon, c'est le feu qui était central, qu'on a collé sur un mur de la maison. Et puis, bah, passage comme on l'a collé sur un mur de la maison, il a fallu que ce mur soit résiste au feu. Donc, dans des maisons en paille et en torchis, généralement, on le maçonne. Et puis après, pour faciliter l'évacuation des fumées, on a un conduit au-dessus que l'on voit ici et qui dépasse sur le toit avec tous les problèmes d'étanchéité que ça peut poser. Donc, cette cheminée apparaît et vous avez tous l'image, et c'est psychologique, je vous montre cette photo de cheminée et ces paysans. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont bien avec leurs feux de cheminée, on adore ça, les feux de cheminée, ça crépite, on est bien, oh là là, ouais. C'est vrai, mais ça, il faut vous méfier des images parce que les images mentent en fait. Les images mentent parce que effectivement, vous avez toujours dans tous les tableaux qui représentent des scènes de vie anciennes une cheminée cachée. Alors, moi, c'est une déformation professionnelle. Je la vois en premier. Paf, ici, regardez là. Vous avez la famille de paysans, on est sous Louis XIV, et derrière, il y a la cheminée. Vous regardez là, ah bah, ouais, eh ben, il y a une cheminée aussi. Et vous remarquez que la vie familiale, elle s'organise autour de cette cheminée. Alors, on représente le foyer. Le foyer, les gens, le foyer près du foyer. Et puis, c'est vraiment un répétitif, hein. Vous prenez un calendrier ancien illustré, mois de janvier, mois de février, en décembre généralement, on présente les gens en train de tuer le cochon, c'est le grand moment de l'année. Janvier, février, on présente quelqu'un en train de se chauffer devant une cheminée. J'étais il y a 15 jours encore à Amiens, portail gauche de la cathédrale d'Amiens, avec le super zodiaque, vous avez ici le zodiaque et les travaux de l'année. Vous avez pour janvier, février, un type en train de se chauffer les pieds devant un feu. Ah, qu'est-ce qu'il est bien! Et puis, on va réfléchir 2 minutes. Mais est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Il n'y a rien qui vous paraît bizarre dans cette image. Ne vous laissez pas avoir par l'image qui vous donne l'idée du confort. Il n'y a aucun confort dans cette image. Allez, je vous écoute. C'est bon. Allez, ouais. Ah bah, je pense pas qu'il est trop habillé. S'il est habillé comme ça, c'est qu'il a besoin d'être habillé comme ça. Mais effectivement, si la cheminée chauffait, il ne serait pas obligé d'avoir des bottes fourrées, un manteau en fourrure, posé, et on sent que c'est qu'il est très épais, ni un bonnet en fourrure, de tendre ses mains parce qu'on sent vraiment qu'il n'est pas bien, et d'avoir un manteau, un fauteuil assez haut qui lui barre en fait les courants d'air qui arrivent par la porte de derrière. Pourquoi il est obligé d'être, alors qu'il est à l'intérieur avec un manteau de fourrure, un bonnet, etc., parce que cette cheminée, en fait, comme toutes les cheminées, elle diffuse une chaleur dans un rayon de 1 mètre, 1 mètre 50. Alors là, il va avoir le visage tout rouge, mais en fait, derrière lui, il y a des courants d'air. Et ça, c'est un phénomène physique, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait du tirage dans la cheminée, c'est-à-dire pour que la fumée monte, il faut qu'on ait un courant d'air qui soit comme celui-là, ascendant, et comme les cheminées, à l'époque, sont construites par un maçon qui n'a pas du tout fait de calcul, de dimensionnement, etc., bon, construit un truc. Généralement, c'est sous-dimensionné, ça fonctionne pas, donc ça fume. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous allumez un feu, vous êtes comme un renard dans une tanière enfumée. Alors, quelle est la technique universellement reconnue à l'époque? Bah, pour que votre cheminée ne vous enfume pas, il faut ouvrir la porte. Parce que si vous ouvrez la porte, l'air froid va rentrer, ben, naturellement, il va remonter par la cheminée. Donc c'est génial, votre cheminée ne fume plus. Donc vous avez le choix, soit vous êtes enfumé, soit vous gelez les marrons. Et c'est pas moi qui le dis, parce qu'en fait, regardez ce beau feu, il ne fume pas. Et c'est pas moi qui le dis, tous les auteurs qui
s'intéresse à la question du chauffage, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, parce que jusque-là, en fait, ouais, ouais, c'est comme ça, on fait avec, l'ont écrit. J'adore celui-là, le docteur Macquart. On est en 1798. Il écrit un dictionnaire de la conservation de l'homme. C'est un médecin, en fait. Et voici ce qu'il dit sur les cheminées. Nos cheminées paraissent plutôt faites pour servir à la décoration de nos appartements que pour les échauffer véritablement. En effet, il faut convenir qu'on n'a jamais plus froid que dans les pays où l'on se sert de cheminée, à moins qu'on ne fasse une immense consommation de bois. Le plus souvent, on se rôtit par devant, tandis qu'on gèle par derrière. Et alors ça, vous avez ça dans toute la littérature. On se rôtit la face, on se gèle les talons, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant chez Macquart, c'est la dernière phrase qui va me permettre de faire une habile transition vers un autre sujet. On ne connaît point ces inconvénients dans le nord de l'Europe, où la température douce des poils laisserait douter qu'il fit 20 degrés de froid dehors si l'on était obligé de sortir. Parce qu'effectivement, il y a un autre moyen de se chauffer qui est le poêle. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez du poêle, le poêle moderne aujourd'hui. Le poêle, pendant très longtemps, ça a été ça. Le poêle, il est là, vert à droite de l'image. En fait, dès la fin du Moyen Âge, il y a une ligne qui sépare l'Europe en deux. C'est pas le rideau de fer, on n'est pas pendant la guerre froide. C'est pas la France de l'huile et la France du beurre, ou celle de la tuile creuse et de la tuile plate. C'est l'Europe du poêle et l'Europe de la cheminée. Dès que vous franchissez en gros les Vosges, vous pénétrez en Alsace, ou vous êtes en Franche-Comté, vous arrivez à Montbéliard, vous avez une sorte de ligne imaginaire qui est une ligne culturelle qui sépare en gros l'Europe de l'Ouest où on se chauffe avec des cheminées et l'Europe de l'Est où on a opté dès le Moyen Âge et dès la fin du Moyen Âge pour le poêle. Alors pourquoi me direz-vous? Ben, c'est très simple, ça répond à une, une donnée qui est climatique. Plus vous vous éloignez de l'océan Atlantique, plus vous entrez dans un climat continental. Et dans un climat continental, on a des hivers très froids et des étés très chauds. Ce qui veut dire que comme en Alsace, dans les Vosges, et après derrière en Allemagne, en Pologne et en Russie, on a des hivers excessivement froids, c'est pas avec nos petites cheminées qui fument pas qu'on pouvait espérer passer un hiver à peu près acceptable. Donc là, on a opté pour un autre système technique qui est le foyer fermé. Alors, quel est l'avantage du poêle, qui est donc un poêle de masse, un poêle en céramique? Il est double. C'est que, un, vous l'allumez une fois par jour. Généralement, je vais vous montrer après par la pièce d'à côté, parce que là, pas d'ouverture. Voilà, ça fonctionne comme ça, un poêle de masse. Vous l'allumez par la pièce d'à côté, vous faites une grande flambée, et après, vous allez faire un tour, ce que vous avez à faire toute la journée. Quand vous revenez chez vous, il fera chaud. Pourquoi? Parce que la masse du poêle, qui est en céramique, c'est des carreaux de terre, euh, a emmagasiné la chaleur, et puis bah, elle va la restituer très, 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 très lentement. Et avec une grosse flambée, vous pouvez avoir chaud pendant à peu près 24 heures. Et sur ce poêle de masse, vous pouvez, comme le chat ici, aller vous asseoir. Vous avez un contact direct avec le corps. Regardez là, cette famille, en fait, on s'assoit sur le poêle. Euh, alors, ça chauffe très bien. Oui. Enfin, vous savez, ça sera paru vers quel Alors, siècle? ce qui permet de le savoir, c'est les archéologues parce qu'ils retrouvent des carreaux de poêle. Alors, ce qu'ils savent, c'est que dès le XIIe siècle, dans les habitats, je dirais, dans les châteaux, on retrouve des traces comme ça de peau même. C'est pas des carreaux, c'est une espèce de peau. Vous savez, les pots de fleurs en terre, là. Vous mettez ça à l'envers, en fait. Et puis progressivement, ça se diffuse dans les fermes, dans les habitats plus populaires, dans les auberges, etc., etc. Et c'est des processus de diffusion extrêmement, extrêmement lents, en fait. Tout simplement parce qu'un poêle, ça a un coût. Cheminée, ça coûte pas grand-chose, en fait. Alors que là, il y a le travail du céramiste, il faut l'installer, etc. Fabriquer les carreaux de poêle, etc., etc. Ça vous intéresse, il y a un article sur le sujet. On va taper sur Internet Schwinn et Schwin, tapez Histoire du poil, c'est un colloque sur l'apparition du poil au Moyen-Âge. Enfin, on pourra échanger si vous voulez là-dessus. Alors, ça chauffe bien, ça diffuse une chaleur égale, lente, mais alors, ça perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup les usagers de la cheminée. Et ça, il y a un petit classique, c'est que toute personne qui est habituée à une cheminée, qui voyage en Suisse ou en Allemagne,
la première chose qu'il remarque, comme quand vous allez en Angleterre, donc on repère tout de suite que les cabines téléphoniques sont rouges et que les gens roulent à gauche, il vous dit, ah, c'est bizarre chez eux, il fait chaud. Alors, ça, l'exemple typique, c'est Montaigne, 1580, il va en Italie, il arrive dans une auberge allemande et il dit, mais je vais vous faire Montaigne, il arrive dans la pièce, mais il fait chaud. Et ensuite, il dit, mais comment ça se fait? Je vois pas de feu. Et il cherche partout. C'est pas possible, c'est de la magie. Il fait chaud, il n'y a pas de feu, c'est pas possible. S'il fait chaud, c'est qu'il y a un feu. Et en fait, ce que les voyageurs français ne comprennent pas, ou anglais, ou espagnols, etc., c'est qu'en fait, le feu, alors, il leur faut un moment, ils sont pas complètement débiles, ils disent, ah, c'est ce gros machin-là. Comment c'est possible d'avoir chaud si on ne voit pas le feu? Alors, ça les perturbe. Un, parce qu'ils ne voient pas le feu, ça les perturbe ensuite parce qu'ils trouvent la chaleur beaucoup trop élevée. Ah, ils ne sont pas habitués à avoir chaud, hein. Alors, en fait, ils sont là. Et alors, Montaigne dit, mais ils sont dingues, ces Allemands, quand ils rentrent chez eux, ils enlèvent leur manteau. Il dit, bah, alors que nous, bah, quand on rentre chez nous, bah, on met un manteau en plus. Enfin, c'est évident, quoi. Donc, vous êtes dans des univers thermiques qui sont complètement différents. Et surtout, qui conditionnent des manières de vivre, d'habiter, bah, qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors, quand on veut tenter de convaincre les Français aux joies du poil, généralement, c'est compliqué. Il y a un exemple hyper connu, enfin de moi surtout, et puis que je contribue à faire connaître, qui est Montalembert. Montalembert, en fait, c'est un type intéressant. Il est membre de l'Académie des sciences, l'Académie royale des sciences. C'est quand même les plus grands savants français. On est au XVIIIe siècle. Il est militaire, et il se passionne pour les questions de céramique aussi, porcelaine. Et puis, pendant la guerre de Sept Ans, au milieu du XVIIIe siècle, il a été envoyé par Louis XV pour conseiller les troupes suédoises qui s'est battues en Russie, en Suède, autrement dit, dans un endroit où il y a des poils. Et il revient en France, et c'est dingue leur truc. Alors il y réfléchit, je crois chez nous, il faudrait que quand même je propose quelque chose. Alors il invente ceci, une cheminée de poils. C'est pas mal, hein? C'est un moyen de réconcilier tout le monde, quoi. Il pourrait bosser à l'ONU. Alors, c'est quoi le principe de sa cheminée de poêle? C'est une cheminée, vous avez un feu, mais avec un système compliqué pour faire en sorte que la chaleur tourne un peu quand même dans le manteau, dans le corps. La cheminée, vous voyez là, elle monte, alors, je sais même techniquement, c'est pas des doutes, hein. La chaleur redescend, enfin en gros, elle reste longtemps. Donc, ça veut dire que la masse de la cheminée, c'est une cheminée de masse, au lieu d'être un poêle de masse, peut permettre de garder la chaleur longtemps. Et puis, quand vous n'êtes pas là, il y a des portes, vous fermez les portes, puis ça devient un foyer fermé. Donc, en gros, quand vous êtes là, vous laissez les portes ouvertes pour profiter du feu. Dès que vous n'êtes plus là, vous fermez les portes, et puis bah, ça chauffera plus. Alors, il est très fier de lui, hein, il a fait un long mémoire, il le lit devant ses collègues de l'Académie des sciences, il a fait des planches et tout, puis ses collègues, à la fin, lui répondent poliment. Et puis voici ce qu'ils lui répondent, et c'est imprimé dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Il nous serait très certainement facile de nous procurer en France des poils de cette espèce. On y gagnerait certainement du côté de la commodité, puisque leur moyen, on se procurerait au plus fort d'hiver une température agréable. On y gagnerait encore du côté de l'économie, un poil de cette espèce consommant infiniment moins de bois qu'une cheminée qui ne donne pas beaucoup de degrés près le même degré de chaleur. Bien parti. Mais, et là, il y a un gros mais on est ici trop attaché à la régularité de la décoration pour pouvoir souffrir dans un salon une masse pareille. Autrement dit, le poêle, c'est efficace, mais c'est gros et c'est moche. Donc, entre avoir froid avec un truc qui pétille et avoir chaud avec un gros truc moche, on préfère avoir froid. Deuxième raison, nos yeux sont faits à la forme de nos cheminées et bien des gens auraient à peine de passer de se voir le feu. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que si je vous montre une photo de flamme, eh bien, tout de suite, vous avez chaud. Et je vous le prouverai à la fin de cette petite intervention. Alors, comme on a des cheminées qui chauffent mal et des poêles que personne ne veut, eh bien, on est habitué à vivre dans cette situation d'inconfort thermique permanent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que les manières de vivre, les manières d'habiter, les manières d'occuper l'espace, le rythme de la vie, les pratiques sociales sont conditionnées par cet élément essentiel. La cheminée ne chauffe pas et elle chauffe mal. Et vous allez voir que tout ce que je vais vous montrer maintenant découle de ce présupposé.
Alors, bon, déjà, on vit à côté de la cheminée. C'est-à-dire que, clairement, si on était ici chauffé par une cheminée, vous ne seriez pas tous en train de me regarder là, vous seriez tous groupés là autour de la cheminée. Parce que seuls ceux qui seraient au premier rang auraient chaud. Ceux du fond seraient en train de mourir de froid. Ce qui veut dire que quand on fait sa toilette, le tableau s'appelle la toilette, on la fait près de la cheminée. Il n'y aurait pas l'idée d'aller faire votre toilette dans votre salon aujourd'hui. Hein, on remonte sa jupe et tout ça. Et puis, vous savez, c'est ce qu'on appelle un écran. On a disposé un écran pour faire en sorte que la chaleur de la cheminée, en fait, soit réverbérée vers la jeune fille qui va se dévêtir. Vous remarquerez aussi que sur ce tableau derrière, on a mis des paravents. Le paravent, comme son nom l'indique, ça sert à parer du vent, c'est-à-dire à protéger des courants d'air. Et on adore les paravents dans les maisons du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie, on essaie de se barricader contre les assauts des courants d'air et d'améliorer la diffusion de la chaleur. Alors, comme il fait froid chez soi, eh bien, personne ne viendrait à l'idée d'être chez soi en t-shirt. Et donc, on porte des habits d'intérieur. Et alors, ça, c'est assez fascinant. Et là, vous allez me dire, ah, mais oui, j'ai déjà vu ça dans un film. Autrefois, et là, c'est un catalogue de la Belle Jardinière, sur l'équivalent d'Amazon aujourd'hui ou de la Redoute, pour ceux qui ont encore connu les catalogues, ou d'Amar, c'est un catalogue de vente par correspondance. La Belle Jardinière, c'est un grand magasin parisien. J'ai pris au hasard un catalogue hiver 1901-1902, il est numérisé. Et ben vous avez une page entière sur des vêtements d'intérieur, c'est-à-dire des vêtements qui sont conçus spécialement pour être portés quand vous êtes chez vous. Et donc, vous pouvez porter, par exemple, une robe de chambre. Je n'ai pas dit un peignoir. Le peignoir, c'est du tissu éponge, c'est quand vous sortez du bain ou de la douche. La robe de chambre se porte donc dans votre chambre. Et vous voyez que le monsieur n'est pas en caleçon sous sa robe de chambre. Il a encore sa cravate, son faux col et son pantalon de ville. Et cette robe de chambre, elle est ouatée, donc tissu épais, en tartan fantaisie, piqué à boutons. Et alors après, vous avez les différents prix. Que vous pouvez agrémenter d'un petit bonnet grec en velours, afin de ne pas avoir froid à la tête. Alors, si vous trouvez que c'est trop long, vous avez aussi ce modèle de robe de chambre en Volto Fantasy, qui est à 50 francs, il doit être un peu plus épais. Vous avez aussi le Gentleman Water, c'est comme une robe de chambre, mais c'est un peu plus court. Mais vous voyez que c'est aussi épais. Ce n'est pas une veste d'extérieur, c'est pas un anorak. C'est fait pour porter chez vous. Et vous pouvez feuilleter les catalogues, en fait. On vend, voilà, vestons d'appartement, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'on produit des vêtements pour se préserver du froid chez soi. Bon, vous rentrez chez vous, vous enlevez votre veste. Là, non. Vous mettez une veste d'intérieur qui, au passage, généralement, est plus chaude que votre veste d'extérieur, est plus épaisse. Parce qu'à l'extérieur, on privilégie des tissus fins pour être élégant. Chez soi, on privilégie des grosses doudounes, quoi. Alors, c'est de la doudoune chic. Euh, Deuxième solution, comment on fait pour avoir chaud? Eh bien, on joue sur tout un tas de petits détails. Et on pourrait jouer pendant des heures à repérer dans les tableaux anciens les techniques pour avoir chaud. Ici, on a deux. Il y a ça, qui n'est pas une armoire, c'est un lit. Et il y a ça, qui est une... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça, tendu près du lit? Ah non, ça s'appelle une bassinoire. Une bassinoire. Alors, une bassinoire, c'est comme une poêle avec des... On en trouve généralement en cuir avec des gros trous et un très long manche. Ça sert à bassiner son lit. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez la bassinoire, vous ouvrez le couvercle, vous la remplissez de braise, de cendre, pour fermer le couvercle, et ensuite, vous ouvrez votre lit avant de vous coucher, parce qu'il est froid et humide, et avec la bassinoire, vous, comme avec un fer à repasser, vous passez jusqu'au fond de votre lit pour le réchauffer et en chasser l'humidité. Elle est jolie celle-là. M.A. Marie-Antoinette. C'est la bassinoire de Marie-Antoinette. Alors, je ne suis pas Stéphane Bern, je ne suis pas fan des rois et des reines, mais ça montre quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez être reine de France, vous avez besoin d'une bassinoire pour pouvoir entrer dans votre lit le soir. C'est-à-dire que la reine de France, elle se caille les miches exactement comme tout le monde. Autre solution, ça, c'est un moine. Pas ceux qui font du fromage ou de la bière. Ça s'appelle un moine. C'est rigolo parce qu'en fait, vous allez dans un musée à Villeneuve d'Ascq. Tiens, est-ce que vous êtes déjà allé au musée de plein air?
Le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, dans les maisons anciennes, il y en a quelques-unes. Les gens disent, oh, c'est une luge. Non, non, c'est pas une luge, ça s'appelle un moine. Alors, je vous explique le principe. Vous avez une structure en bois qui a cette forme un peu d'obus pour pouvoir être glissé dans le lit, en fait. Hein, vous ouvrez les draps, là. Drap dessous, drap dessus. Et hop, et à l'intérieur du moine, vous avez une boîte remplie de braise. Ça va réchauffer votre lit avant de vous glisser dans les draps. Alors pourquoi le lit, le lit, le lit? Ben, parce que généralement, pendant très longtemps, les chambres ne sont pas chauffées. Dans les maisons anciennes, il y a une cheminée, c'est sûr, dans la pièce à vivre qui sert de cuisine, de salle à manger. Et puis dans les chambres, il n'y a pas de cheminée. Et même dans des maisons assez récentes, je ne sais pas, dans les corons ici, parfois il n'y a même pas de conduite cheminée. On ne pouvait même pas brancher un poêle si on le voulait. Donc la chambre, c'est un endroit qu'on ne chauffe pas. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas nécessaire de le chauffer. En fait, si vous réfléchissez bien, il suffit juste de vous dépêcher, de vous glisser sous le lit avec beaucoup de couverture. Et les lits de grand-mère sont remplis, remplis d'édredons, etc. Et puis le matin, de sortir très vite de la chambre. Donc, d'où la nécessité de tous ces petits dispositifs techniques. Euh, les chaufferettes, les sources de chaleur portatives. Par exemple, ici, vous avez un pot avec des braises. On se réchauffe les mains. Euh, alors ça, c'est ce type de chaufferette. Alors, c'est pas du pisé, mais c'est la même technique. C'est pour mettre ses pieds, des boîtes pour mettre ses pieds. Des pots en terre. Regardez, c'est marqué dessus. Chauffez-vous. Alors, il y a une grosse faute d'orthographe, mais le 18e, on n'est pas trop à cheval. Ça, c'est un pot que. Alors, derrière, c'est marqué Rosalie. Rosalie, chauffez-vous. C'est le cadeau d'un amoureux pour son amoureux. C'est mignon, il lui offre une chaufferette. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette chaufferette? Quand on est une femme, généralement, on la glisse sous sa jupe. Ça a été beaucoup représenté par les artistes qui se préoccupaient beaucoup de chauffage, bien sûr. Mon œil, c'est pour montrer des mollets et des chevilles. Et au XVIIIe siècle, c'est le comble de l'érotisme. Et là, vous voyez la chaufferette dessous. Donc, vous mettez votre chaufferette, vous mettez votre jupe. Vous avez comme ça la chaleur qui vous monte par le bas du corps. Chaufferette qui existe sous des formes, ça, vous faites des brocantes, vous en trouvez plein. Hein. C'est pas une valise, hein, c'est une chaufferette. Donc, c'est un modèle produit en série fin 19e. Hein, voilà à l'intérieur. Vous mettez des braises ici et vous refermez et on prenait sa chaufferette. Et Colette, l'écrivaine, hein, qui est morte dans les années 50, raconte que quand elle était enfant, elle allait à l'école avec sa chaufferette, que l'école était mal chauffée, que chacun avait sa chaufferette chez soi. Ça, on en retrouve chez les grands-mères qui ont ça pour décorer leur salon, mais plus personne ne sait à quoi ça sert aujourd'hui. C'est un objet dont on a perdu l'usage. Alors, comme il fait pas chaud, ben, on utilise une source de chaleur qui ne coûte rien et qui est hyper pratique, qui est l'animal. Alors, bien sûr, le chat qu'on peut mettre sur ses genoux, mais aussi, quand on a du bétail, on va pas faire l'erreur d'aller le mettre dans une étable 10 loin de la maison. Au contraire, si on est un paysan relativement pauvre, donc pas de moyens pour chauffer parce qu'il faut payer le bois ou le charbon ou la tourbe, eh bien on met la vache dans la maison. C'est très pratique, hein. Un corps humain, ça dégage à peu près 100 watts au repos. Un corps de vache, c'est à peu près 1000 watts. Ah, waouh! Faites l'expérience, rentrez dans une étable en plein hiver. Donc là, bah, on met la vache, et puis, bah, ça tient chaud. Et moi, j'ai trouvé des trucs dans les archives avec des systèmes à Val d'Isère dans les années 40, avant que ce soit une station de ski. Un type qui dort dans l'étable. Je vais vous montrer, j'en ai une après. Voilà, regardez là. On vit dans l'étable l'hiver. Là, c'est dans le Queyras. Ouais, le lit est là, les vaches sont là. Alors, moi, j'ai un paysan à Val d'Isère qui est hyper malin, c'est que lui, en plus, sous son lit, il glisse 3 moutons. C'est-à-dire qu'en fait, il met 3 moutons, il ferme la porte et la chaleur des moutons chauffe le matelas par en dessous. Bah, c'est hyper écoolo. Vous avez des watts gratuits, là, c'est du négawatt. Euh, Autre technique, le lit. Alors, je suis désolé, c'est un peu morbide, mais là, c'est la seule image où j'ai trouvé un lit occupé. Ça, c'est breton. Et ça, c'est hollandais. C'est présent dans toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle un lit clos. Donc, pour aller vous coucher, il faut monter sur le banc, vous glissez dans le lit, et une fois que vous êtes dans le lit, vous fermez les portes, vous dormez dans une armoire. Au moins, vous êtes bien isolé. Donc ça, on trouve ça en Bretagne, comme par hasard, une région où il y a très peu de bois. C'est marrant, hein. Alors, cette technique de s'enfermer dans son lit, elle est présente à la fois chez les paysans bretons et à la fois chez les rois de France. Ça, c'est le lit du roi à Versailles.
Le lit à baldaquin, j'ai même trouvé une vue d'intérieur. Ça, c'est un gros fantasme parce que si vous tentez d'aller prendre la photo, vous allez vous faire choper par les gardiens tout de suite, hein. C'est interdit de franchir. Là, vous avez un lit à baldaquin. Pourquoi un lit à baldaquin? Bah, parce qu'en fait, c'est une boîte dans la boîte. C'est le principe des poupées russes, en fait. Comme la pièce est inchauffable, et j'ai pas le temps de vous raconter l'anecdote, mais elle est géniale. En fait, le roi a froid. Et donc, en fait, mais il est obligé de se lever, de se coucher là tous les matins, tous les jours, parce qu'il y a une cérémonie cérémoniale. Alors, Louis XIV, il le fait, parce que Louis XIV, lui, il craint rien. Même par moins 25 en 1709, il va chasser. Donc, c'est quand il voit ses valets qui commencent à tomber comme des mouches, qu'il dit, bon, pour eux, je vais quand même faire l'effort d'arrêter de chasser par moins 25. Mais Louis XV, lui, son arrière-petit-fils, qui n'est pas du tout du même genre, il a trouvé le truc, c'est qu'en fait, il se lève dans ce lit, il se couche dans ce lit pour la parade avec les gens qui assistent au lever du roi. Il va dormir dans une autre chambre. Il arrive 3 minutes avant qu'on ouvre les volets, il dit si vous avez bien dormi. Oh oui, j'ai bien dormi. Mais en fait, il ne dort pas là-dedans parce que la chambre est inchauffable. Vous imaginez le volume? Il y a une cheminée à l'origine. Louis XV arrive à en négocier une deuxième. Il voulait un poêle et son architecte lui dit mais si, vous n'y pensez pas. C'est contre en bon goût français. Alors, il négocie une deuxième cheminée en parallèle, bien sûr, de la première. Symétrie et parallèle, dans l'architecture classique, c'est la chose la plus essentielle. Madame de Maintenon, la deuxième épouse de Louis XIV, dit sire, vous me ferez mourir de symétrie. En fait, c'est une grande frileuse, et au nom de l'esthétique, on lui refuse toutes les améliorations de chauffage qu'elle propose. Puis quand vraiment vous voulez geler vraiment, ben, il y a encore une autre technique, comme celle du lit, qui est celle de la chaise à porteur. J'ai vu ça dans les films, chaise à porteur, on met des bâtons ici, là, on glisse, puis on déplaçait les gens comme ça. Ben, la chaise à porteur, vous pouvez l'installer dans votre salon. Vous pouvez des traces de ça. C'est-à-dire que vraiment, quand vous avez une grosse vague de froid, vous grelottez toute la journée, vous en avez marre, vous faites monter votre chaise à porteur, vous l'installez dans votre salon, et vous vous installez dans votre chaise à porteur, dans votre salon. Et c'est là que j'ai compris, dans L'Armée des Ombres, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, il y a cette scène où c'est exactement la même stratégie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de charbon, il est réquisitionné par les Allemands, et les gens ont froid. Ben, on vendait des boîtes comme ça, vitrées, qu'on pouvait installer à l'intérieur de son appartement. Une boîte dans la boîte. C'est comme le lit, en fait. Ou alors, des fauteuils très enveloppants. Vous voyez, ce type-là, on appelle ça un fauteuil à la duchesse, qui est en fait une sorte de micro-espace dans lequel vous vous mettez là avec votre main sur les genoux et une petite chaufferette sous les jambes, et en fait, vous n'êtes pas si mal que ça. Alors, ça veut dire donc tout un mobilier spécifique qui est lié à ce problème de cheminée qui ne chauffe pas, et puis des pratiques sociales aussi. Exemple, la veillée. La nuit tombe, il est seulement 18 heures, vous n'allez pas vous mettre au lit. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus travailler dehors, vous êtes chez vous, et avant de vous coucher, il va falloir vous chauffer un peu parce qu'il fait pas chaud. Technique ancienne, plutôt que de payer chacun le chauffage chez soi, on se réunit à plusieurs familles. Ça permet de discuter, ça permet de travailler un peu, hein, on est en train de tailler du chanvre, on s'occupe des bébés et on partage les frais de chauffage. Et donc, la chaleur rare, ça provoque de la sociabilité. Parce qu'en fait, le coût de l'énergie fait qu'on va se regrouper dans les espaces chauffés, qui peuvent être les veillées, qui peuvent être les cafés. Dans tous les cafés, à partir du XVIIIe siècle, on a des poêles ici. Et les observateurs du temps disent, mais les gens vont dans le café, non pas parce qu'ils aiment le café, ils boivent un café, c'est même 3 minutes, mais par contre, il reste toute la matinée pour se chauffer gratis, exactement comme on se chauffe gratis dans les bibliothèques. Ce ne sont pas des lieux fréquentés uniquement par des gens passionnés de lecture. Ce qui veut dire aussi que cette cheminée, elle structure l'espace. Si vous réfléchissez aujourd'hui, en fait, ce qui structure l'espace, par exemple, du salon, c'est la télé. Télé posée sur la table de salon, avec sur la desserte, la table de salon et le canapé organisé autour de la télé. Pendant très longtemps, l'espace, il est organisé non pas autour de la télé, il est organisé autour de la cheminée. Et là, vous le voyez, c'est des relevés qui ont été faits dans les années 40 par des architectes, dans des habitats ruraux ou urbains. On voit très bien que l'espace est polarisé comme un aimant, en fait, par la présence de la cheminée. Pourquoi? Bah parce que c'est uniquement en se disposant comme ça qu'on va avoir un peu chaud. Parce que si on met les canapés plus loin, on aurait tous froid. Cette cheminée, elle chauffe mal, mais il ne faut jamais oublier autre chose, c'est que pour qu'elle chauffe, désolé de dire des choses évidentes, il faut qu'il y ait du combustible dedans. C'est-à-dire que vous pouvez, et ça c'est un de mes grands axes de recherche,
Vous ne pouvez pas vous poser la question du chauffage sans la question de l'accès au combustible. Je prends un exemple contemporain. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des chauffages parfaitement performants et qui ont froid chez eux parce qu'ils ne peuvent pas payer les factures, parce qu'ils font des économies. Donc, ça veut dire que pendant très longtemps, la question de l'approvisionnement en bois a été quelque chose d'essentiel, l'approvisionnement ensuite en charbon, etc. Et que ça a nécessité des efforts qu'on oublie complètement aujourd'hui, mais hallucinants pour se procurer du bois tous les jours. Parce que le bois, il coûte cher, on essaye de l'avoir gratuitement, on essaye d'aller en ramasser. Et si, là aussi, si vous regardez les tableaux anciens, la figure de la porteuse de fagots, c'est-à-dire ces femmes qui, pendant des heures, dans la neige, errent pour essayer de trouver quatre pauvres morceaux de bois pour d'abord faire cuire la soupe et éventuellement après chauffer, eh bien, elle est présente partout. Et quand vous n'avez pas de bois, eh bien, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main, de la tourbe ici par exemple, et aussi, par exemple ici, de la bouse de vache. On n'est pas au Moyen Âge, on est au début du XXe siècle, c'est une carte postale, sur l'île de Groix, en Bretagne. L'île ne possédant que très peu de bois, on se sert comme combustible de bouse de vache séchée que l'on fait sécher contre les maisons. C'est la fameuse galette bretonne. Alors, je vous déconseille celle-là de prendre avec lardon, gruyère, etc. Voilà, vous prenez des bousses de vache, vous les plaquez contre le mur avec une pelle, elles vont sécher et ensuite vous la faites brûler. Enfin, ça existe encore. On trouve ça dans les Alpes aussi. On trouve ça aussi dans le désert. Quand un Touareg fait chauffer un thé, c'est pas avec le bois qui trouve au milieu du Sahara, c'est avec la bouche de dromadaire séchée. Quand on fait du feu en Mongolie, au milieu de la steppe, c'est avec de la bouse de yak séchée. Donc en fait, la bouse, comme elle comprend des fibres, c'est-à-dire ce qui n'a pas été digéré, en la faisant sécher, elle dégage de la chaleur. Pas beaucoup, ça fume beaucoup, ça dégage peu de chaleur, mais c'est mieux que rien. Voilà, et on peut mourir d'aller chercher du bois. Ça, c'est la figure des morts de froid, des portes de faible morts de froid. Là aussi, on trouve ça dans la peinture, dans la littérature. Alors, quand est-ce qu'on sort de ça? On sort de ça à partir de la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, on va voir se développer une réflexion technique sur la question, j'utilise un terme bien sûr complètement anachronique, qui est de la performance énergétique. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire que les cheminées chauffent plus, chauffent mieux. Ce qui donne lieu à tous ces beaux dessins, par exemple. Le XVIIIe siècle, c'est vraiment un siècle charnière pour plein de choses, hein, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la Révolution française, dans l'histoire du chaud, du froid, du confort. C'est la naissance de l'intime. Ça a été très bien montré par les historiens, dans l'histoire de l'architecture aussi, commence à, par exemple, c'est le moment sous l'influence d'un architecte qui s'appelle Blondel, on commence à réfléchir aux distributions dans les maisons. Réfléchissez 2 minutes, vous êtes déjà allé à Versailles. Le principe antérieur, c'est le principe de l'enfilade. C'est-à-dire que pour entrer dans une pièce, vous êtes obligé de traverser la pièce précédente. Et à partir du XVIIIe siècle, on invente le couloir. C'est peut-être un détail, mais ça change beaucoup de choses. On invente le boudoir, l'alcôve. On a des pièces qui vont se spécialiser. C'est l'invention de la salle de bain. Louis XIV n'a pas de salle de bain à Versailles. Louis XV a des salles de bain. Donc là, il se passe quelque chose. Donc, invention du confort. Et alors que les architectes jusque-là se préoccupaient uniquement de décoration de la cheminée, de ses dimensions, mais dans un but purement esthétique, ils vont commencer à s'intéresser à la performance. Mais en fait, ce n'est pas vraiment les architectes. Regardez, tiens, oui, ils s'intéressent même aux toilettes. C'est le que, un architecte utopiste fin 18e, qui ose ses travaux aborder la question des toilettes. Je vais vite là-dessus. Voilà. Alors, à partir du XVIIIe siècle, on a une réflexion sur la question du chauffage qui se développe. La preuve, eh bien, elle est là sur cette image, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, dans les planches de l'encyclopédie ou des descriptions des arts et métiers, par exemple, l'arbre poêlier. Vous savez, on présente un fabricant de poêles avec des tuyaux de poêle, quoi, ici. Puis vous avez aussi toute une littérature technique, c'est-à-dire que, je ne sais pas, de mémoire, il y a une quinzaine, une vingtaine d'ouvrages en langue française qui sont publiés sur la question de la cheminée, non pas sous l'angle de la décoration, mais de la performance au cours du XVIIIe siècle. Alors, à tout seigneur, tout à l'heure, je vais commencer par le début. C'est une date fondamentale, 1713. Vous avez un dénommé Gauger, son nom n'est même pas noté à l'époque, Nicolas Gauger, un personnage assez obscur,
C'est pas un architecte, c'est un scientifique, spécialiste de Newton en France. Il s'intéresse, c'est Newton, c'est celui qui a décomposé le prisme lumineux, là, comme sur l'album de Pink Floyd. Euh, Newton s'est occupé de la lumière et de la réfraction des rayons de lumière. Et en fait, Gauger, qui est un newtonien, se dit, mais la lumière et la chaleur, c'est la même chose. Comment se diffuse la chaleur? C'est la question qu'il pose, en fait. Quand vous faites un feu, comment ça se passe, en fait? Vous connaissez tout ça, hein. Rayonnement, conduction, radiation, convection, etc. Et lui, il est le premier à essayer de conceptualiser la diffusion de la chaleur. D'où ces petits dessins, vous savez, avec des rayons qui partent. Ce qui l'intéresse, c'est la mécanique du feu. Mécanique, c'est-à-dire en gros le fonctionnement du feu. Et il publie en 1713 un ouvrage qui s'appelle La mécanique du feu, qui va devenir la Bible de tous les gens qui s'intéressent aux questions de chauffage au XVIIIe siècle, et même au-delà, parce qu'il est cité même par des inventeurs de la fin du XIXe siècle qui disent celui qui a révolutionné la question du chauffage, c'est Gauger. Alors il réfléchit à des questions de diffusion et il invente une cheminée qui est hyper perfectionnée pour l'époque. Avec, vous voyez, il joue sur les entrées d'air pour aviver le feu. Et puis avec des circulations, en fait, sa grande idée, c'est de faire un foyer qui est parabolique parce qu'il est persuadé que la parabole, ça diffuse bien mieux la chaleur qu'un espace rectangulaire. Et il se vante, et ce n'est pas quelqu'un de vantard, donc je pense qu'il a raison de se dire que pendant le terrible hiver 1709, la France entière est morte de froid. Lui, il était à peu près un des seuls à avoir à peu près chaud chez lui parce qu'il avait équipé sa cheminée de cet arrière-fond parabolique. Son ouvrage est publié en 1713, très vite épuisé, traduit, alors je me suis amusé, dans 5 ou 6 langues. Il y a 15 rééditions, enfin, c'est vraiment un best-seller. Mais en fait, la vraie réflexion sur la chaleur, elle apparaît un petit peu plus tard dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et c'est là que datent ces planches superbes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une conjonction de trois phénomènes. Le premier, c'est qu'à partir du 1750 à peu près, euh, la notion de confort, on n'appelle pas encore le confort, mais le goût des commodités devient prépondérant. Les gens veulent des maisons qui ne ressemblent pas à celles de leurs grands-parents. Donc, il y a une sorte de pression de la part, je dirais, des clients sur les architectes et les constructeurs pour faire des choses un peu différentes. La deuxième raison, c'est que les progrès scientifiques font qu'on arrive beaucoup mieux à penser ces questions de chaleur, à mesurer, par exemple, le thermomètre. Et la troisième raison, qui est absolument essentielle dans ce changement technique, c'est qu'on manque de bois. Cas, c'est ce qu'on affirme à l'époque parce que les progrès des hauts fourneaux, qu'on utilise pour faire des canons pour la marine, etc. Et les consommations de bois d'une population qui augmente, on a imaginé que le bois, c'est matériau de construction, mais c'est aussi l'énergie qui sert à alimenter le four du boulanger, le four du tuilier, à se chauffer. Enfin, c'est le pétrole d'aujourd'hui, quoi. C'est le pétrole et le béton, parce que c'est aussi un matériau de construction. Et alors, on est persuadé que la France va manquer de bois. Et donc, pour que la France soit manquée de bois, il faut qu'on raisonne en termes d'économie d'énergie. On rappelle peut-être quelque chose, là, pourquoi cet engouement soudain pour les pompes à chaleur, là, tout d'un coup, et autres moyens. Quand est-ce qu'on a commencé à parler d'économie d'énergie en France? Dans les années 70, au moment du choc pétrolier. Donc, 1750, c'est pas le choc pétrolier, c'est le choc du bois. Et on dit, bon, il faut absolument qu'on arrive à chauffer pour moins cher que ça et trouver des moyens de chauffage plus performants. Donc, on organise des concours, des académies, des salons, qui peut nous inventer des cheminées qui chauffent mieux, qui consomment moins. Donc, ça, c'est à Lyon, dans les archives de la Société d'agriculture. Voilà. Et des gens très, très célèbres se sont penchés sur ces questions. Benjamin Franklin, c'est celui du paratonnerre et avec son cerf-volant et sa clé au bout, là. Franklin, il est extrêmement célèbre au XVIIIe siècle pour être l'inventeur de ce qu'il appelle les cheminées de Pennsylvanie. On appelle ça cheminée de Pennsylvanie ou poêle de Franklin, c'est-à-dire ce qu'on appellerait nous aujourd'hui un insert. C'est-à-dire qu'il invente un insert en fonte qu'on glisse dans la cheminée et qui, parce qu'il est en fonte, va stocker la chaleur et améliorer sa diffusion. Euh, Rumford, un autre scientifique, va travailler sur la cheminée. Il va inventer ce qu'on appelle la cheminée à la Rumford, c'est-à-dire qu'il va avoir l'idée de réduire le foyer de la cheminée. Vous voyez ici, hein, avec des briques. Je vous en montre une moderne, c'est ça une cheminée à la Rumford.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un angle à 45 degrés. Et Rumford affirme qu'en modifiant la cheminée de cette manière-là, on arrive à augmenter la production de chaleur d'à peu près 33%. Enfin, en gros, une économie de 33% pour avoir la quantité de chaleur que l'on souhaite obtenir. Le problème, c'est qu'en fait, euh, il y aurait un autre moyen qui serait d'adopter le poêle. Et c'est là que le fameux débat sur Montalembert arrive. Ben ouais, mais plutôt que d'essayer de passer une énergie folle à essayer de construire des cheminées, adoptons le poêle. Et donc, fin 18e, on commence à avoir adopté le poêle, mais il y a des grincheux, et celui-là est le grincheux le plus célèbre, il dit, mais quelle distance entre un poêle et une cheminée? La vue d'un poêle éteint mon imagination, m'attriste et me rend mélancolique. J'aime mieux le froid le plus vif que cette chaleur fade, tiède et humide. J'aime avoir le feu, il avive mon imagination. C'est-à-dire qu'encore à la fin du XVIIIe siècle, on doit arbitrer entre le confort et la vision du feu. Les meilleurs ont privilégié pour certains la vision du feu. Mais, on commence à adopter le poêle. Alors, simplement, pour adopter le poêle, il faut qu'il soit bon. Donc, il faut que l'argument du style c'est gros et c'est moche, ça brise la symétrie et les alignements disparaissent. Donc, les architectes, fin 18e, l'hôtel de la Marine, il est construit dans les années 1760-70, travaille beaucoup pour, je dirais, intégrer les poils de façon harmonieuse dans les intérieurs. Donc la technique classique, c'est la niche, c'est 50-50, 50 dans le mur, 50 hors du mur, donc c'est moins massif. Deuxième chose, la niche permet de mettre une statue qui ne chauffe absolument pas, mais qui a l'avantage d'être décorative. Donc finalement, vous regardez la statue et pas le poil. Donc vous maquillez le poil en quelque sorte, et puis vous faites en sorte qu'il soit blanc, lisse, avec une superbe céramique, et donc c'est acceptable. Mais attention, ce poil, il n'est pas dans n'importe quelle pièce. Ici, là, il est dans une antichambre, c'est-à-dire une entrée. Une entrée, c'est un sas thermique. Un intérieur un peu chauffé et un extérieur froid. On va mettre un poêle dans une salle à manger. Ah, une autre grande technique de camouflage, qu'est-ce qu'on fait de la colonne? Ben, on la camoufle sous un palmier en céramique, c'est ce qu'on appelle une colonne palmier. Ouais, c'est le tuyau de poêle le plus classe du XVIIIe siècle. Si vous voyez un poêle au XVIIIe siècle, vous avez forcément la colonne palmier qui va avec. Et vous mettez une petite sculpture. Donc là, c'est acceptable. Et là, on est où? On est dans une salle à manger. Pourquoi? Parce que dans une salle à manger, on est assis autour d'une table et on ne regarde pas la cheminée, on regarde les convives. Donc, on accepte de se priver de la vue du feu. Par contre, dans un salon, dans une chambre, vous n'aurez jamais un poêle. Les poêles au XVIIIe siècle sont réservés aux antichambres, aux salles de bain, si il y en a, et aux salles à manger. Alors, ces poêles, on peut les intégrer, on peut les produire en série. Bon, je passe le détail. On peut même réfléchir à la fin du XVIIIe siècle, donc ça, c'est Cointreau. Parler. Cointreau, le maître du pisé. Cointreau a produit des petits ouvrages sur le chauffage et il est le premier à réfléchir à ce qu'il appelle l'infiltrérométrie, c'est-à-dire en gros les échanges thermiques entre l'extérieur et l'intérieur. En fait, il met des bougies près des fenêtres et il regarde dans quel sens penchent les flammes.